Rencontre avec Nathalie Lefebvre. En tête-à-tête avec les thérapeutes. Bonjour très chers auditeurs et bienvenue sur Radio Médecine Douce. Alors aujourd'hui nous recevons une psychopraticienne spécialisée en psychogénéalogie, Maria Dolores Sanchez. Bonjour Maria. Bonjour Nathalie. Vous allez bien ? Très bien, et vous ? Très bien, je vous remercie. Alors expliquez-nous un petit peu, qu'est-ce que c'est que la psychogénéalogie ? On en entend beaucoup parler ces derniers temps, surtout évidemment dans le milieu du développement personnel et des médecines naturelles. En quelques mots assez simplifiés, qu'est-ce que c'est ? Alors déjà, la psychogénéalogie, c'est un mot qui est composé de deux mots, psychologie et généalogie. Donc on les a associés il y a une trentaine d'années environ pour expliquer une recherche qui peut apporter aux personnes qui ont des problèmes aujourd'hui des réponses en fait. Et cette recherche va s'effectuer dans l'arbre familial. Donc pourquoi la psychologie en fait de la généalogie ? Eh bien parce que nos aïeux, ils sont comme vous et moi, ils ont eu des foutus quarts d'heure dans leur vie et ils ont eu des sacrés coups de chance aussi. Donc ce qui nous intéresse, c'est de retrouver ceux qui ont eu les fameux foutus quarts d'heure, mauvais quarts d'heure, et de les retrouver et de nettoyer leur souffrance, de nettoyer leur traumatisme. Alors est-ce que ça peut remonter à très loin ? C'est pas forcément nos grands-mères, grands-pères ou arrière-grands-pères. Est-ce que ça peut être encore plus loin ? Oh oui, parce que moi très souvent je remonte en général entre la 6e et la 8e génération. Mais ça m'est arrivé de remonter à la 12e, à la 15e, parce que le nœud il était vraiment là, quoi. Il faut vraiment aller à la source. Et après ce ne sont que des répétitions. On se passe le ballon de génération en génération jusqu'à ce qu'il y en ait un ou une qui réussisse à défaire la problématique. Alors, est-ce qu'on parle, c'est récent le fait qu'on parle de psychogénéalogie ? Est-ce que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents avaient entre leurs mains des outils pour se faire accompagner là-dedans ? Non, pas tellement, parce que très sommairement, il a fallu attendre Freud pour qu'il fasse exploser les non-dits, les secrets, etc. Mais bon, lui s'intéressait plutôt aux rêves, à toute la symbolique des rêves qui délivraient des renseignements pour le thérapeute. Après, il a fallu attendre quand même une centaine d'années après Freud pour arriver aux thérapies brèves, et qui, elles, ont décidé d'aller beaucoup plus vite, parce que la psychanalyse créée par Freud pouvait mettre une dizaine d'années, une quinzaine d'années avant d'arriver à un résultat. Arrivé aux thérapies brèves dans les années 60, il y avait déjà eu 2 guerres mondiales qui avaient fait exploser les schémas moraux, les schémas sociétaux et les schémas économiques, et on était plus dans une envie de vivre très vite, de vivre rapidement et dans la joie et de se défaire des choses très vite. Donc là, les thérapies brèves sont nées et ont fleuri à Palo Alto en Floride, et sont nées la PNL, l'analyse transactionnelle, l'hypnose ericksonienne, et tout cela jusqu'à arriver dans les années 80 où en Belgique est née l'analyse systémique. Et l'analyse systémique a vraiment posé le cadre qui a permis à la psychogénéalogie de se structurer. Parce que jusque-là, les thérapeutes en cabinet utilisaient la psychogénéalogie, mais de manière empirique. Il n'y avait rien de bâti. C'était plus au feeling que les thérapeutes réagissaient en se disant il s'est passé quelque chose chez les parents ou chez les grands-parents, ou voire aux arrière-grands-parents quand la personne les connaissait. Mais il n'y avait rien de structuré. Donc l'analyse systémique qui pose un cadre, un schéma qui crée les systèmes d'alliance, a fait naître cette idée que dans l'arbre familial, pour tout le monde, dans toutes les familles, il y a des clans. Il y a des clans qui s'entendent bien et il y a des clans qui se détestent. Et rien que ça, ce sont déjà des ensembles qu'il convient de voir pour se rendre compte de là où le bas blesse. Et quand il y a des choses qui se passent mal, nous, c'est ce qui nous intéresse, les psychogénéalogistes, il faut remonter à la source, à l'histoire de base, au tout départ. Qui a démarré ce traumatisme, ce problème ? Et que tout le monde se passe comme une papade chaude. Eh oui. Je sais que les secrets de famille, ça laisse des traces absolument atroces, terribles. Ah oui, terrible. Alors, avec quels outils est-ce qu'on remonte justement dans la lignée familiale ? Alors, la psychogénéalogie du départ, d'il y a une trentaine d'années, se base sur des hypothèses par rapport à des déductions, donc qui se basent sur les dates de naissance, les dates de décès, les causes des décès. Et donc, tant qu'on a ces éléments, c'est bon, on peut tirer des hypothèses de ce qui s'est passé chez les personnes. Donc, en général, on a ces éléments jusqu'à nos grands-parents. C'est rare de les avoir au-delà. Donc, la psychogénéalogie du départ se basait là-dessus, et ensuite tirait des hypothèses de ce qui avait bien pu se passer et donnait des actes symboliques. Mais alors, juste en fonction de la manière dont ces personnes étaient décédées, oui. Ça se basait là-dessus, plus que sur autre chose. Oui, parce que derrière le décès, il y avait la souffrance du départ, et on pouvait imaginer ce qui s'était passé.
Bon, simplement, c'est comme tout, c'est qu'au bout de 30 ans, on s'aperçoit que c'est pas suffisant, il faut aller beaucoup plus vite. Et moi, je me suis heurtée au problème des personnes qui sont nées en France, mais de familles étrangères. Donc qui venaient d'autres pays, qui parfois avaient disparu d'ailleurs suite à des conflits ou à des guerres. Il ne restait plus rien, ni aucune archive, les familles étaient mortes, enfin bon. Et les descendants se retrouvaient à être nés en France ou à être arrivés catapultés en France avec une histoire familiale très lourde et dont ils n'en connaissaient pas vraiment les détails et qu'ils ne connaîtraient jamais puisqu'ils ne pouvaient pas retourner au pays. Et moi, j'avais à un moment donné ce genre de patientèle qui venaient me voir et c'était difficile de leur dire mais qu'est-ce qui s'est passé chez vos grands-parents, chez vos arrière-grands-parents. Donc forcément, il a fallu que je me tourne vers une autre manière de procéder pour retrouver les mémoires familiales et c'est l'hypnose ericksonienne qui m'a apporté la réponse. Donc c'est un outil que j'utilise énormément. D'une part parce que c'est très pratique, c'est-à-dire que le patient n'a pas à faire de recherches fastidieuses en mairie, en église et encore quand c'est possible. Il n'a pas à se déplacer dans les pays d'origine s'il est d'une origine étrangère. Si j'ai affaire à des orphelins ou à des semi-orphelins, ceux qui sont nés sous X ou nés de pères inconnus, pareil. Donc impossible d'accéder à l'origine, ne serait-ce que l'origine de sa conception ou de l'histoire de l'abandon. Donc là, je me suis dit, l'hypnose ericksonienne permet cela, mais en tant que technique. C'est-à-dire, c'est une technique vocale que j'adapte à l'arbre généalogique et la personne, du coup, peut rentrer dans son arbre. C'est-à-dire que l'inconscient familial s'ouvre et moi, je peux rentrer dans cet inconscient familial grâce à cette technique vocale. Et c'est là où je peux remonter X générations sans aucun problème. En 1h15, on fait 8 générations, donc c'est déjà pas mal. Ça représente environ 200 ans. Et on retrouve l'origine du traumatisme. Et c'est pas seulement retrouver l'histoire, c'est aussi que dans le même exercice, on en défait l'impact négatif sur le descendant d'aujourd'hui. Voilà. Donc c'est finalement un dialogue qui se tisse sous état hypnotique. Absolument. Mais où le patient est en état d'éveil, il se souvient de tout. Il est pas endormi en transe comme on s'imagine couché. Non, il est debout, il évolue au milieu de la pièce et il avance dans son arbre. Non, mais ça c'est sûr, l'état hypnotique, d'ailleurs, c'est un état où la conscience est amplifiée. Les gens pensent souvent qu'on est endormi. Qu'on subit finalement, alors qu'on est complètement acteur de ce qui se passe, au contraire. Oui, c'est l'avantage. Le vrai nom de l'hypnose ericksonienne, en fait, c'est on met les personnes en état de conscience modifié. Donc la personne est toujours en état de veille habituel, mais il y a une partie d'elle qui est le quelqu'un d'autre et qui en parle, quoi. Et qui est l'aïeul en question. Et donc vous remontez à ce moment-là dans l'arbre généalogique pour aller trouver la cause. Donc la personne arrive avec une problématique de vie qu'elle vous exprime. Absolument. Et là vous remontez parce que en fait elle a jugé que ça ne lui appartenait pas. Comment ça se passe ? Il y a 2 cas de figure. Il y a la personne qui vit ce problème-là depuis des années et n'arrive pas à s'en dépêtrer par elle-même. Et donc, la bonne copine lui indique mon adresse. Donc, elle arrive. Et bon, j'utilise cette technique pour défaire. Ou alors, c'est la personne qui a déjà fait des recherches avec des thérapeutes. Que ça soit kinésiologue, que ça soit voyant des fois, même si c'est pas un thérapeute, mais bon, on peut accéder à certaines choses. Ils sont passés par un psychologue ou par un autre psychothérapeute qui utilise d'autres outils. À chaque fois, on va dire que la personne a été soulagée d'une partie de son histoire, mais le problème demeure et lui colle à la peau, il est toujours là. Donc c'est là où elle vient me voir et pour défaire, grâce à la psychogénéalogie, ce problème. Alors, est-ce qu'on peut remonter lorsqu'on est par exemple une femme ? Est-ce qu'on peut remonter dans sa lignée d'homme ou est-ce qu'on remonte seulement dans sa lignée de femme ? Non, moi je fais les deux. Vous faites les deux. Alors quand j'ai fait l'école de psychogénéalogie, on m'avait appris que j'adorais l'expression seul l'utérus était important. C'est-à-dire Ça, c'est ce que disaient les premiers créateurs de la psychogénéalogie. L'utérus, c'est la femme. Et donc, on ne remontait que dans les lignées des femmes parce que ils disaient que c'était les femmes dans le monde qui avaient le plus souffert. Bon, c'est pas faux. Enfin, les hommes, ils ont eu aussi leur part de souffrance. Parce que il faut pas oublier les soldats qui étaient sur le front et qui pleuraient, qui étaient à genoux par terre tellement ils étaient pas bon. Il y a eu des tas de situations où les hommes ont terriblement souffert aussi dans l'histoire de l'humanité. Et pourquoi ils sont devenus aussi hargneux ou aussi agressifs
Souvent, il y a des explications, oui, parmi leurs aïeux. Donc, moi, j'ai désobéi carrément à cette formation où je leur ai dit que pour moi, en tant que thérapeute, c'est pas possible, quoi. J'avais aussi des hommes en tant que patients, et c'est des hommes qui pleurent aussi dans mon cabinet, et c'est des hommes qui se livrent et qui ont aussi leur lot de souffrance. Donc, pourquoi j'allais ignorer la branche paternelle chez une personne, alors que même au niveau de la structure sanguine, la structure de l'ADN, le père, il est présent, il est là pour moitié. Donc pourquoi ignorer cette part de l'individu? Donc je désobéis à ma formation, je dis moi j'en fais peut-être qu'à ma tête, mais je le fais. Et il y a des psychogénéalogistes qui n'ont pas apprécié quand même à l'époque en me disant mais non, c'est que la lignée des femmes. Non, je suis pas convaincue de ça. Et je travaille systématiquement dans les deux lignées, systématiquement. Et systématiquement, je trouve des choses. Parce que par exemple, moi j'ai été très curieuse d'entreprendre un travail sur mes lignées. Et je l'ai fait sur ma lignée de femmes parce que les thérapeutes avec lesquels je l'ai fait, je ne pouvais remonter que du côté des femmes, en tout cas dans leur manière de travailler. Et que finalement les hommes de ma famille pouvaient le faire, mais eux sur leur lignée d'hommes. Fallait aller voir un thérapeute désobéissant. Fallait aller voir Maria en fait. Voilà, exactement. Maintenant vous me voyez. Exactement. Alors Maria, peut-être qu'on pourrait, je sais pas, avoir un exemple un peu plus concret pour que les auditeurs comprennent mieux. L'exemple je sais pas, d'une personne ou quelqu'un qu'on peut inventer pour illustrer le travail sur les lignées. J'en aurais plein, comme ça fait une quinzaine d'années que j'en fais. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous trouver qui soit rapidement synthétique? Donc une fois, oui, j'ai eu un petit gamin de 8 ans que les parents m'avaient amené parce qu'il avait de l'eczéma sur les tibias. Et un eczéma récalcitrant. Il avait vu évidemment dermatologue, médecin, et les plaques étaient toujours là, donc j'avais regardé et la peau semblait comme brûlée, vous savez, craquelée, rouge, enflammée, très sèche, aussi comme si on avait brûlé la peau. Et le gamin me disait qu'il souffrait beaucoup, ça lui faisait vraiment très mal. Et malgré les pommades, etc., c'était toujours là. Donc moi je ne suis pas par principe les enfants parce que quand je les mets sous hypnose, on remonte quand même dans des histoires d'adultes et les enfants ne comprendraient pas ça. Ça les traumatiserait, c'est pas le but non plus de l'histoire. Donc je passe toujours par les parents. Parce que je fais juste une parenthèse, c'est qu'en psychogénéalogie, quand on suit quelqu'un, ça sert à la personne, mais ça délivre aussi toutes les personnes dans l'arbre qui sont reliées par la même mémoire. Donc finalement, n'importe quel maillon est le bon de cette transmission généalogique. Donc pour traiter un enfant, je passe par les parents. En traitant les parents, je délivre l'enfant de la problématique, puisque c'est les parents qui lui ont transmis. Donc avec... Donc les deux parents? Oui. Oui, toujours côté père, côté mère. Je suis fidèle à ma désobéissance. Et là, pour le petit, on était remonté à une histoire. Alors au départ côté mère, parce que c'était le côté le plus lourd, et ensuite côté père. Et dans le côté le plus lourd de la mère, on était remonté à la 7e ou 8e génération, je me souviens plus, où une jeune fille donc était violée constamment par son père, et à un moment donné, elle est tombée enceinte, elle a eu un enfant. Cet enfant est né malingre, chétif, un peu retardé mentalement. Et donc, il était aussi la honte de la famille et pour cette jeune femme aussi, sa propre honte. Elle a quand même réussi à se marier un peu plus tard pour échapper à son père et elle a eu des enfants qui là étaient normalement constitués. Sauf que les enfants, eux, ils ont grandi en ayant leur aîné qui était malingre, etc., et chétif, et n'ont eu de cesse que de le poursuivre. Et à un moment donné, ils lui ont dit, comme il était un peu attardé mental, un peu simple d'esprit, ils lui ont dit, tiens, on va te faire jouer à quelque chose qui est très drôle, et le gamin avait 8 ans quand ça lui est arrivé. Tu vois, il avait aspergé d'essence sur les jambes, il lui avait donné une allumette, il lui a dit, voilà, tu grattes l'allumette et tu vas voir, c'est très drôle. Le gamin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a gratté l'allumette et effectivement, il a pris feu et s'est transformé en torche brûlante. En torche humaine. Il est mort, évidemment, des suites de cette espèce de bûcher ambulant. Et il est mort vraiment dans des souffrances atroces. Bon, il était petit, donc lui, il n'a pas eu de descendance, c'est évident. Mais par contre, un des autres gamins qui avait assisté à la scène, de ses frères et sœurs, lui était resté marqué par ça. C'est lui qui a transmis à la descendance cette souffrance de la brûlure. Et toute la descendance se retrouvait avec des marques sur les tibias.
arrivé au petit gamin donc que j'avais en face de moi, c'était la trace de cette flambée qu'il y avait eu chez ce gamin et qui avait démarré dans les tibias. Donc on avait défait cette souffrance, plus la souffrance de l'inceste, donc qui laissait une trace aussi de saleté dans la descendance. On l'avait défait et lorsque j'ai revu le gamin la fois suivante, donc mais à travers les parents, bien entendu, on est remonté côté père. Déjà, les parents m'avaient dit que dans la semaine qui avait suivi l'exercice, il n'y avait plus de sensation de brûlure et la peau allait beaucoup mieux. Elle restait rouge, comme une tache, mais elle ne brûlait plus, elle ne faisait plus mal. Bon, bah déjà, c'était une bonne avancée. On était remonté côté père, donc là, je me souviens plus du tout ce qu'on avait trouvé, mais donc une histoire similaire que l'on avait défait. Similaire, oui, une histoire d'inceste aussi qui avait marqué comme une empreinte en fait la descendance. Et donc dans les 2 mois qui ont suivi, j'attends un petit peu après cet exercice sous hypnose, dans les 2 mois qui ont suivi la fin de ces hypnoses, on avait constaté que chez l'enfant, la trace rouge avait complètement disparu et la peau était normale. Et après, évidemment, c'est pérenne. Hein, c'est l'avantage de cette technique, hein, c'est que on le défait, mais c'est du définitif, on n'y revient pas. Et le gosse a pu grandir normalement, faire du foot, enfin bon, et après, donc se ramasser des coups de ballon dans les tibias. Et oui, c'est ça. Non, mais surtout éviter d'avoir des problématiques futures, en fait, parce que là, il y a eu ce meurtre, parce que c'est un meurtre. Comme ça, avec ce petit garçon qui est mort brûlé, et puis il y a eu cette histoire d'inceste, donc il y a finalement d'autres choses qui étaient quand même lourdes, très lourdes, ouais. dont il fallait se débarrasser. Ah, oui, Est-ce que dans toutes les lignées, il y a eu des choses un peu compliquées? On va dire ça comme ça. Il y a des lignées plus lourdes que d'autres. Hein. Oui. Hein, il y a des histoires glauques, et puis des fois, il y a presque rien. Mais bon, chez le descendant d'aujourd'hui, il reçoit ça comme comme quelque chose de terrible. Je crois qu'il y a eu pas mal en tout cas, moi je me rends compte de ça dans le milieu des médecines naturelles, parce que bon, il y a toujours une lignée où si on arrive là, c'est peut-être pas par hasard, il y a peut-être eu des descendants qui ont déjà un petit peu, je sais pas, travaillé avec les plantes. Moi je sais que j'avais une lignée de femmes où il y a eu des sorcières, enfin, dites sorcières, et je pense que j'ai un côté sorcière, même là. Je ne dirais rien. Plus actuel. Vous voyez tout, Maria. En tout cas, ce qui est incroyable, pour parler moi de mon travail sur mes lignées, et ma maman, enfin en tout cas j'ai travaillé là par rapport pour illustrer ce que vous disiez sur le fait que ça libère tous ceux qui sont encore en vie. Hein, c'est auprès d'eux qu'on peut se rendre compte de ça. Je sais que 6 mois après mon travail sur ma lignée, ma maman est tombée amoureuse et il y avait pas mal de problèmes sur le terrain affectif. Et voilà, elle a rencontré quelqu'un, donc. J'allais dire hasard ou pas, ça c'est la version que je donne aux gens en général quand je leur parle de ça. Aucun hasard dans cette histoire, non, je trouve ça extraordinaire. Et c'est important, au moment finalement, d'aller chercher de ce côté-là, même s'il n'y a pas de grosses choses dont il faut se libérer, au moins d'aller le vérifier, de faire peut-être ce travail une fois. Oui. On le fait une fois dans sa vie? Oh bah même plusieurs fois, hein. C'est parce qu'on n'a pas qu'un seul souci dans la vie, ça serait beau. Si on en avait mais alors tous les soucis ne viennent pas forcément de la lignée. Non, il y a aussi des choses que l'on se crée soi-même comme un grand. Exactement. C'est certain. Donc là, il m'arrive d'accompagner des personnes, de vérifier que dans l'arbre, il n'y a pas. Bon, c'est juste la personne elle-même qui, par des croyances qui lui ont été données par des amis ou des collègues ou autres, se forge comme ça des croyances négatives sur elle-même et n'arrive pas à avancer. Bon, là, c'est quand même mon socle. Hein. Je suis psychopraticienne au départ. Hein. La psychogénéalogie, c'est une spécialité. Donc là, je les accompagne en thérapie simple. Vous avez quel type de personnes dans votre clientèle, Maria ? Surtout des femmes. Surtout des femmes. Surtout après la quarantaine, quand même. Même si j'ai de plus en plus souvent maintenant des jeunes, mais c'est quand même rare. Hein. C'est minoritaire. Et les hommes commencent à venir de plus en plus, c'est vrai. C'est une frange qui était rare et qui maintenant commence à venir de plus en plus. À s'ouvrir. Oui, à s'ouvrir. Ça, j'en suis vraiment très heureuse pour eux. C'est peut-être l'utérus finalement qui permet aux hommes de s'ouvrir à eux-mêmes. C'est une image. Alors j'imagine que c'est un métier qui a tout bouleversé dans votre vie. Comment est-ce que vous avez découvert ces approches, l'hypnose, la psychogénéalogie ? Alors l'hypnose, je l'avais apprise quand j'étais formatrice en sciences humaines, puisque je formais les salariés en entreprise à la communication, aux écrits professionnels, etc. Et l'hypnose est venue à un moment donné sur mon chemin parce que les stagiaires venaient me voir spontanément pendant la pause ou le soir après la journée de stage,
pour me raconter leurs soucis personnels. Donc c'était tellement devenu fréquent qu'à un moment donné, je m'en étais ouvert à un autre animateur qui m'a dit bah oui, t'as une tête de thérapeute, tu le sais pas, mais les gens se confient facilement à toi. Donc ça serait bien, c'est que tu ouvres un volet de ta fonction de formatrice, mais plutôt un volet à part qui est la thérapie. Et du coup, je m'étais piqué au jeu, j'ai dit ben pourquoi pas, tiens ça m'intéresse, hein. Et j'avais trouvé que l'hypnose ericksonienne pouvait faciliter le nettoyage des problématiques, l'apaisement des personnes. Ça c'est sûr. Et rien qu'en hypnose ericksonienne classique, déjà on fait des merveilles. Et j'en ai fait comme ça pendant quelques années. Mais quand même assez rapidement, j'ai trouvé tout simplement une publicité dans ma boîte aux lettres un jour pour participer à un atelier de psychogénéalogie. Or, il se trouve que à l'époque, j'étais en rupture familiale. J'avais mis ma mère à la porte 8 ans auparavant. Et donc, je suis d'origine espagnole. Alors, toute ma famille est en Espagne. Et je m'en trouvais très bien. Depuis 8 ans, d'être seule en France, d'avoir créé moi-même ma propre famille et d'être débarrassée enfin de cette famille encombrante, envahissante et tout ce qu'on veut. Parce que quand on est femme en Espagne, on ne vit pas avec la famille. C'est très difficile. Et je reçois cette pub dans mon courrier. Je me dis, mais c'est complètement fumeux ça. Depuis quand la famille va nous gérer, va nous téléguider inconsciemment. Inconsciemment, oui, va prendre nos décisions à notre place, etc. Moi, j'ai pris toutes les décisions moi-même et puis quand même, j'ai lu par curiosité, je suis curieuse de nature, et puis j'ai vu que le profil de l'animatrice ressemblait au mien. Elle était formée en PNL, elle était formée en analyse transactionnelle, pareil en hypnose. Une tête de thérapeute aussi. Ah là Donc je m'étais dit, elle peut pas être, non, ça, bon. Alors j'ai quand même décroché mon téléphone, je l'ai appelée, j'ai discuté avec elle en disant, qu'est-ce que vous pourriez m'apporter de plus que ce que je ne sais déjà? Elle m'a dit, vous le saurez si vous participez à un atelier. Venez au premier, ça vous plaît, vous restez, vous faites les autres, ça vous plaît pas, vous partez. Il n'y a pas d'autre engagement que ça. J'avais trouvé ça très réglo et j'y suis allée. J'ai participé à ce premier atelier et bien entendu, il y en a eu plein d'autres parce que là, j'ai découvert un univers faramineux. Et c'est vraiment là où, grâce à la psychogénéalogie pour moi, je dis pas que ce sera le cas de tout le monde, mais je suis arrivée à cette paix intérieure. Parce que si j'étais en rupture familiale, c'est aussi parce que j'avais des grandes colères contre eux. On ne me respectait pas, on me bafouait, on niait mon identité. Et ça, c'était juste insupportable pour moi. Et ça faisait trop longtemps que ça durait. Et grâce à ce travail en psychogénéalogie, à cette recherche que j'avais faite dans mes formations, j'étais arrivée à cette paix intérieure formidable que jamais j'avais eue avec les sciences humaines auparavant. La PNL m'avait permis de comprendre, l'analyse transactionnelle aussi, de comprendre des schémas, l'analyse systémique, pareil. Mais à aucun moment, ça n'enlevait cette colère intérieure qui bouillait en moi depuis 40 ans. Et là, c'était parti. Waouh. Donc, je me suis réveillée un matin en me disant, mais qu'est-ce que c'est beau. Et ça, je vais l'enseigner parce qu'il faut que je le partage avec d'autres. Et voilà, et c'est comme ça que a démarré mon travail de psychogénéalogiste associé à l'hypnose ericksonienne. Parce que moi, j'avais ce souci, c'est que toute ma famille est en Espagne, mais je ne les connais pas parce que la plupart sont morts avant ma naissance. Donc, je ne connais que mes parents et leurs frères et sœurs, c'est tout. D'accord. Alors pour accéder à des mémoires plus anciennes, c'était pas possible et c'est là où, en faisant des recherches, ça m'a pris 1 an quand même pour savoir comment je pouvais faire, puisque la guerre civile avait tout brûlé, les archives dans les mairies, dans les églises avaient disparu. Donc comment je pouvais faire pour retrouver ces mémoires familiales réelles? Et je suis tombée à un moment donné, oui, sur un thérapeute qui était formateur en hypnose ericksonienne et qui adaptait l'hypnose ericksonienne à l'arbre généalogique. Et lui aussi m'avait dit, mais enfin, bon sang, Maria Dolores, tu enseignes l'hypnose ericksonienne, tu la pratiques déjà en thérapie, et jamais tu as eu l'idée de l'associer à la psychogénéalogie, à l'arbre. J'ai dit, non, si personne me l'avait dit. Parce que c'est un autre versant Voilà. quand même Ouais. que l'hypnose ericksonienne classique. Oui. C'est-à-dire l'hypnose ericksonienne classique, on peut l'utiliser à tout moment. Parce que déjà, il n'y a mais pas forcément de dialogue dans un... Lorsqu'on est en thérapie avec de l'hypnose ericksonienne classique et qu'on vient, par exemple, pour l'arrêt du tabac, il n'y a pas de dialogue qui se met en place avec la Non. personne. Non, la personne est allongée, Exactement. il y a des inductions, il y a des phrases types, il y a tout un travail de fait, mais la personne est en transe quand même, c'est le thérapeute qui Ouais. induit. Hein. Ah ouais, complètement. Ici, pas du tout. C'est-à-dire qu'on prend la technique vocale de l'hypnose ericksonienne, qui est un ton de voix atone, qui est des verbes spécifiques, qui est un vocabulaire qu'il faut acquérir et qui permet d'ouvrir le champ de la conscience, donc de laisser au conscient
la porte ouverte vers l'inconscient. En fait, c'est ça. Donc, on traverse le conscient, on arrive à l'inconscient individuel et on traverse encore, on arrive à l'inconscient familial. Et là, champ libre. Et c'est juste une merveille parce que on voyage dans le temps. Enfin, moi, je voyage dans le temps dans mon bureau, quoi. Je voyage dans les époques. Sorte, ouais. Et oui, si j'ai affaire à des personnes d'origine étrangère, je voyage dans leur pays, mais aussi dans leurs époques. Non, c'est fabuleux, quoi. Et dans des endroits qu'on n'irait jamais. Quand j'ai affaire à des femmes qui sont d'origine maghrébine, très souvent, je tombe dans des histoires qui ont eu lieu dans des harems. Incroyable. Comment fait-on pour aller dans un harem aujourd'hui, mais qui a eu lieu il y a 200 ans, qui était entièrement fermé. Et ça, il s'est passé des choses incroyables. C'est pour ça que moi, je trouve cet exercice fabuleux. Je me régale. Et j'ai beau le pratiquer depuis 15 ans, je ne m'en lasse pas. Moi, je sais pas si ça vous intéresse, mais en tout cas, moi, j'ai mon père qui est né à Téhéran, donc j'ai une bonne partie de ma lignée qui est iranienne. Faudrait qu'on teste. Ah, bah écoutez, ma porte est ouverte. Comme vous êtes dans le transgressif et que j'aimerais bien travailler sur ma lignée d'homme, on va faire ça. Aucun problème. Alors, chère Maria, donc les auditeurs peuvent se procurer votre ouvrage Voyage au pays des aïeux, donc qui est édité chez Jouvence. Donc c'est un livre où déjà ils peuvent un petit peu en savoir plus sur le sujet, aller au-delà de l'émission radio. Il y a beaucoup de choses qui sont expliquées. Vous l'avez coécrit ce livre. On va quand même citer le co-auteur, Xavier Cornette de Saint-Cyr. Tout à fait, oui. Qui Xavier était un ancien patient et que j'avais tellement bien aidé qu'il était très satisfait et m'avait demandé d'écrire ce livre. Et j'avoue qu'il a dû me convaincre parce que j'avais refusé au départ. Et bon, quand il m'a convaincu, on l'a coécrit. Effectivement, on est très content du résultat. Et j'ai pas mal de patients qui avaient réglé évidemment leurs problématiques avec moi et qui étaient d'accord pour témoigner dans le livre. Et ils témoignent de leur suivi. Et comme ça, ça permet de se rendre compte aussi. Ouais, c'est toujours super les témoignages, hein, vraiment. Parce qu'on parle beaucoup de la théorie, mais voilà, quand on l'explique dans le concret, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça a libéré, qu'est-ce que ça a créé, en quoi ça a aidé ces gens. Bien sûr. Voilà, c'est encore plus parlant. Bien sûr. Donc, Voyage au pays des aïeux, aux éditions Jouvence. Et donc, Maria, vous exercez, alors non pas à Paris, j'allais dire à Paris. Si. Alors, à Paris, et vous... Et dans les Bouches-du-Rhône. Dans les Bouches-du-Rhône. Près d'Avignon. Donc là, j'y suis toute l'année. Et à Paris, j'y suis une semaine par mois. Parce que j'ai aussi une patientèle à Paris. J'y fais des conférences, je reçois les personnes individuellement, j'anime des stages, voilà. Donc on peut retrouver toutes ces informations sur votre site internet ? Tout à fait. Alors l'adresse ? Les www.mariadoloressanchez.com. Et donc, les auditeurs peuvent vous écrire sur l'adresse mail mariadolores, tout attaché, @sfr.fr. Vous savez tout sur moi. C'est bon. Merci beaucoup, Maria, pour ce moment très agréable passé en votre compagnie ce matin. Merci à vous, Nathalie. À bientôt. Avec plaisir. À bientôt, oui.